Bonjour à tous. Yeah. OK. Parler? Oui. Bon, donc, bienvenue au premier séminaire général de l'année. Donc, on commence très bien avec le plaisir de recevoir Alain Aspect. Il y a un écho. Alors, je me demande si je dois présenter Alain Aspect. Je pense qu'il est connu même au-delà du monde scientifique. Donc, je voudrais dire personnellement que je l'ai eu comme prof il y a 45 ans. J'en ai encore des bons souvenirs. C'est pas jeune. Hein. Et puis, bah oui. Et donc, simplement peut-être rappeler que, évidemment, il est connu pour cette fameuse expérience sur la violation des inégalités de Bell, qui est à l'origine de toute l'idée d'intrication, qui est vraiment ce que tu appelles la seconde révolution quantique, hein, donc on va dire ça. Et puis après, au-delà, tout un ensemble de succès expérimentaux, la fabrication de photons uniques, le refroidissement par laser, la condensation de Bose, plus récemment la localisation d'Anderson et plein d'autres choses. Donc effectivement, ces travaux sont à l'origine de la seconde révolution quantique. Et aujourd'hui, il va plutôt nous parler de la première révolution quantique, quand se sont posées les questions posées par Einstein en 1909 de la dualité onde-corpuscule. Pendant très longtemps, cette question, elle était théorique et on imaginait des expériences de pensée. Et ce que Alain et ses collaborateurs ont réussi à faire, c'est vraiment des vraies expériences qui vont se poser le cœur de cette question. Donc, Alain, je te remercie. Bon, ben, merci de l'invitation. On m'entend ou pas? Le micro, ça marche ou pas? Oui. Donc, merci de l'invitation, Gilles. C'est à l'occasion de son, je ne sais pas s'il faut l'appeler son jubilé ou son anniversaire, Gilles m'a dit qu'il voulait que je fasse un séminaire là-dessus. Alors, c'est assez marrant parce que ça, c'est des expériences qui ont presque 40 ans, qui ont été faites pas loin d'ici, au bâtiment 503. Je suis passé devant tout à l'heure, c'est un grand travaux, mais à l'époque, on avait ces expériences. Et c'est des expériences qui ont été faites dans le cadre de la thèse d'État. Il y avait encore des thèses d'État à l'époque de Philippe Grangier. Et c'est en fait des expériences qui ont exploité l'appareillage qui avait été mis au point pour les inégalités de Bell. Et c'est la dualité en deux particules. Certes, tu as raison en principe, la dualité en deux particules, c'est fortement relié à ce que j'appelle la première révolution quantique. Mais les sources à un photon qui sont là, c'est un ingrédient important pour la seconde révolution quantique. On verra ça dans la conclusion. Mais je le dis tout de suite. Alors, j'ai mis quelques références. Ce livre de Douglas Stone, Einstein and the Quantum, c'est un livre que je recommande à tout le monde, sans aucune réserve. Gilles est d'accord avec moi. Et quand je recommande beaucoup un livre, je dis aux gens, si vous l'achetez, que vous ne l'aimez pas, je vous le rembourse, parce que de toute façon, je l'offrirai à un ami. C'est vraiment un livre formidable qui démolit l'idée qui était propagée quand j'étais étudiant. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Einstein, c'est la relativité, il n'a rien compris à la mécanique quantique. Alors, quand vous aurez lu ce livre, vous verrez qu'Einstein, et il ne parle pas de EPR là-dedans, il parle des premières années de la physique quantique. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus sur le genre de calcul pour ce que je vous présente aujourd'hui, il y a un livre là dont les auteurs sont Gilbert Grimbert, Alain Aspect et Claude Fabre. Chaque fois que vous achetez un livre comme ça, j'ai des droits d'auteur qui me permettent de m'offrir un café, à peu près, quelque chose comme ça. Donc, allez-y, achetez beaucoup. Donc, voilà le plan, la lumière onde ou particule, les photons uniques à l'épreuve de l'expérience à choix retardé de Wheeler, et des concepts aux applications, et on terminera sur deux révolutions quantiques. Alors, il n'y a pas Pascal les derrière là? Non. Non, parce que je parle en français, mais j'ai quand même gardé les sous-titres. Dans la lumière, depuis l'Antiquité, alors l'Antiquité, c'est marrant parce qu'il y avait deux sortes de modèles. Il y avait des modèles où il y avait quelque chose qui partait de l'œil, qui allait sonder et qui revenait à l'œil. Et puis, il y a ce modèle-là qu'on voit sur une stèle égyptienne où le soleil envoie des particules de toutes les couleurs. Quelque part, ce n'est pas si différent du modèle de Newton. Bon, alors on fait un grand saut, parce que je ne vais pas passer le séminaire là-dessus. Et il me semble que ce qui caractérise le Moyen-Âge, c'est que ce n'est plus des questions conceptuelles, comme au moment des Grecs, mais c'est des progrès formidables d'ingénierie.
Alors, progrès formidable pour les gens qui atteignent un certain âge, les lunettes. D'accord? Avant qu'il y ait des lunettes, arrivé à un certain âge, terminé. Les gars ne pouvaient plus faire des travaux précis et des choses comme ça. Et une fois qu'ils ont trouvé les lentilles, il y a des gens malins qui arrivent à assembler les lentilles pour faire des microscopes, des télescopes, etc. Bon, il me semble que c'est ça qui caractérise le Moyen-Âge. Et puis, on arrive au XVIIe siècle, et là, de nouveau, c'est des problèmes conceptuels. C'est quoi la lumière? C'est quoi la nature de la lumière? Et là, on a la grande bataille entre Huygens et Newton, bagarre dont Huygens a vraiment des travaux très, très intéressant. Il faut lire Huygens sur les ondes. Ce n'est pas tout à fait aussi fort que Fresnel, mais c'est 2 siècles avant quand même. Donc, c'est vraiment des travaux remarquables. Et puis, il y a Newton, comme pour Newton, tout est mécanique. La lumière, c'est aussi des particules. Et alors, le débat, il est tranché en faveur de Newton pour uniquement l'argument d'autorité. Newton a fait la gravitation universelle, le mouvement des planètes, son autorité, sa réputation est telle que c'est la vision de Newton qui s'impose. Et il faut arriver au XIXe siècle où, changement de point de vue, avec les travaux de Young et de Fresnel, eh bien, on a un certain nombre d'expériences qu'on ne peut interpréter qu'en admettant que la lumière est une onde. Il n'y a pas moyen de l'interpréter. Enfin, il faut être un peu tordu pour essayer de l'interpréter différemment. Newton le faisait, hein, parce que Newton, je vous rappelle, il avait observé des interférences. Et alors, pour arriver à interpréter ces interférences, il y avait des modèles assez compliqués. Donc, au moment de Fresnel, il y a un ouvrage de Fresnel extraordinaire, il y a toute l'optique ondulatoire dedans. Il ne manque une seule chose, il ne connaît pas la nature de la grandeur. Mais il a dit, il faut que ce soit une grandeur transverse, comme ça il y a 2 polarisations, il y a tout dedans dans Fresnel. Mais on ne connaît pas la nature. Et la nature, on va la connaître avec Maxwell, qui, écrivant, je trouve que c'est un morceau remarquable de l'histoire des sciences. Il faut dire ça aux gens, même au grand public, sur qu'est-ce qui caractérise la physique. Maxwell écrit quelques équations qui résument tout le savoir de l'époque sur l'électricité et sur le magnétisme. Il regarde dans ces équations, il y a des solutions qui se propagent à 300 000 km par seconde. Or, on connaît la vitesse de la lumière, et donc, personne n'a jamais observé l'onde électromagnétique. Hertz va venir après, en s'appuyant sur les travaux de... Mais, tac, il y a des solutions. Et donc, ce que je dis, c'est qu'une bonne théorie physique, c'est une théorie qui rend compte de tout ce qu'on connaît jusque-là, mais qui prévoit des choses que personne n'a jamais observées. On va les tester et pouf, ça marche. Et donc, on sait à partir de Maxwell que la lumière est une onde électromagnétique. Et donc, arrivé à la fin du siècle, il y a un certain nombre de gens qui croient que la physique, c'est terminé sur le plan des concepts. Michelson a écrit des choses assez fortes. Alors, je tiens à rendre hommage à Kelvin. Il n'a pas besoin de moi, Kelvin, pour que vous sachiez que c'est un grand physicien. Mais vous trouverez dans les livres le fait que Kelvin avait dit « Oh, on a tout compris sauf 2 petits nuages ». Alors, je suis allé lire l'article de Kelvin. Il n'a pas dit « on a tout compris sauf 2 petits nuages ». Il a dit « dans ce ciel bleu de la physique magnifique que nous connaissons, il y a 2 gros nuages noirs. Et ces nuages sont tels qu'à mon avis, pour les dissiper, il faudra remettre en question un certain nombre de concepts. » Alors après, quand on vous dit qu'il n'avait rien compris, parce que les 2 concepts pour se débarrasser des nuages de Kelvin, le premier, c'est la relativité, et le deuxième, c'est la physique quantique. Alors, pour les gens qui pensent que Kelvin n'avait pas bien compris, je pense qu'il faut les... Donc, j'insiste, hein, si vous entendez ça, vous direz non, non, Aspect a dit que, et je vous donnerai les références du papier de Kelvin. Entre parenthèses, je ne suis pas le seul. Peebles, qui a eu le prix Nobel il n'y a pas longtemps, pareil, a écrit un article qui s'appelle Kelvin and the Dark Clouds ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai découvert l'article de Peebles après avoir commencé à faire mon. Alors, donc, début du XXe siècle, le développement de la physique quantique, la vision corpusculaire de la lumière réapparaît avec Einstein, son interprétation des photoélectriques, dans le photon. Hein. Je vous rappelle juste un joli morceau de l'histoire des sciences, là encore. Millikan écrit dans ses mémoires qu'en 1915, il se met en devoir de faire des mesures précises sur l'effet photoélectrique pour montrer que l'idée d'Einstein est fausse. Il le dit explicitement dans ses mémoires.
Et puis, il trouve en fait que Einstein a raison. Donc, voilà, tout va bien. Et Einstein va avoir le prix Nobel pour l'effet photoélectrique. Puis après, il y a de plus en plus d'expériences, je n'ai pas besoin de vous les décrire, Compton, etc., pour montrer qu'effectivement, on a de bonnes raisons de penser que le rayonnement est formé de particules qui ont une quantité de mouvement. Mais évidemment, les travaux de Young et de Fresnel étaient incontestables. C'est-à-dire qui disaient que quand j'ai des interférences, quand j'ai de la diffraction, il faut bien qu'il y ait une onde. Et donc, se pose la question de comment réconcilier la description corpusculaire avec un comportement ondulatoire classique. Donc, onde ou corpuscule. Et là, la première réponse, brillantissime, eh bien, une fois de plus, c'est notre ami Einstein. En 1909, vous voyez, 1909, Einstein commence à être un peu connu. Avant, c'était un obscur employé du bureau des brevets à Berne. Mais en 1905, je vous rappelle qu'il a publié quelques articles qui comptent quand même. Donc, les gens ont commencé. Et il est invité à la conférence de la Société allemande de physique qui se tient à Salzbourg. Alors, je ne savais pas que Salzbourg était en Allemagne, mais la conférence de la Société allemande de physique se tient à Salzbourg. Et là, Einstein fait une présentation et on a l'article. Je vous encourage à le regarder. Il est traduit, c'est en allemand, mais c'est traduit en anglais. C'est un article absolument fabuleux parce que Einstein, alors, il y a plein d'arguments, mais je vous résume un des arguments que je trouve le plus extraordinaire. Il calcule les fluctuations du rayonnement thermique. Et pour le calculer, c'est vraiment les trucs à la Einstein. Il imagine qu'il a une boîte, il a un piston mobile au milieu. D'un côté, il y a le rayonnement, de l'autre côté, il y a un gaz. Puis il met des contraintes thermodynamiques là-dessus, et je ne sais plus, par un tour de passe-passe, il arrive à calculer les fluctuations de rayonnement thermique. Et donc, ces fluctuations de rayonnement thermique, il les écrit comme ça, et là, on peut identifier deux termes qu'il identifie parfaitement. Ce premier terme, c'est ce qu'on appelle le shot noise en termes modernes, c'est-à-dire c'est le terme de fluctuation que vous avez si c'est une pluie de photons qui tombe sur le piston. Et le deuxième terme, c'est le terme que vous auriez si vous calculez la pression de radiation due à une onde, et puis vous avez beaucoup d'ondes qui sont mutuellement incohérentes, et donc il y a des battements dans tous les sens, il y a une densité spectrale de bruit, et ça donne ce terme-là. Et Einstein dit, écoutez, les fluctuations, il y a les deux termes dedans, donc la lumière est à la fois une onde et des particules. Je trouve ça prodigieux. Donc c'est lui qui écrit le premier, la dualité onde-particules. Alors après, on a notre cher Louis de Broglie qui, quelques années plus tard, développe le concept réciproque, si j'ose dire. Quelque chose dont on pense a priori que ce sont des particules se comporte aussi comme une onde, alors que là, c'était plutôt le contraire. Quelque chose qui a priori se comporte comme une onde se comporte aussi comme particule, etc. Et donc, finalement, la réponse à la question, onde et particules, réponse les deux. Alors, vous avez un certain nombre de gens, moi, des profs que j'ai eus, disaient, bon, ben, écoutez, c'est simple, c'est le concept circulaire, il n'y a rien à voir, c'est le concept d'onde, de dualité onde-particules. Alors, moi, je pense qu'on peut se payer de mots et dire, ben, c'est simple, c'est le concept de dualité onde-particules. Mais moi, je suis un physicien intuitif, j'aime bien me faire des images. Et me faire des images de la dualité onde-particules, je trouve que ça me pose problème. Donc, c'est à ce genre de questions que j'ai eu envie de répondre, et avec Philippe Rangier, qui a été mon premier thésard, et pas le moindre. Oups. Alors, ça, c'est une précaution que je prends. Je ne suis pas sûr qu'ici, il y a besoin de la prendre, encore que. On va reconnaître qu'il y a des problèmes conceptuels en physique quantique. Mais une fois qu'on a dit qu'il y a des problèmes conceptuels, il ne faut pas oublier que la physique quantique, c'est certainement la théorie qui a le plus de succès et le plus d'applications de toute l'histoire de la physique. Donc, il n'est pas question, sous prétexte qu'il y a des problèmes conceptuels, de le jeter à la poubelle. Je pense qu'il est nécessaire de le dire, parce que je n'ai pas besoin de vous rappeler que la physique quantique, elle permet de comprendre déjà la structure de la matière. Je vous rappelle qu'avec la physique classique, la matière s'effondre sur elle-même parce que les charges positives et négatives s'attirent, etc. Donc, si vous n'avez pas la physique quantique, la matière s'effondre sur elle-même, ça vous permet de comprendre, enfin, vous le savez mieux que tout le monde ici, tout ce que ça permet de comprendre, d'accord, et ça permet même d'inventer
le transistor, le laser, etc. Vous savez bien sûr tous que le transistor et le laser, ça n'a pas été inventé par un bricoleur dans son garage en Californie. Ça a été inventé par les prix Nobel qui avaient compris comment utiliser la physique quantique pour décrire le passage des électrons dans la matière. Alors là, une remarque s'impose, c'est que quand vous regardez tout ça, c'est certes de la mécanique quantique, certes la dualité en deux particules, mais appliquée à de très grands ensembles. D'accord ? Même dans un transistor, il y a beaucoup d'électrons qui passent à la fois. Dans un faisceau laser, il y a beaucoup de photons qui passent à la fois. Or, je fais un raccourci, mais il n'est pas inutile. Il y avait un débat sur la mécanique quantique. Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire que la mécanique quantique ne fait que des prévisions probabilistes? Et là, on peut répondre facilement, écoutez, la mécanique quantique ne s'appliquant qu'à un grand nombre d'objets à la fois, on ne va pas s'étonner que les prévisions soient probabilistes. Et ça a été un vrai débat entre Einstein et les autres sur les fondements de la mécanique quantique. Et donc, ce débat, eh bien, il amène à se poser la question, bon, d'accord, la mécanique quantique appliquée à de grands ensembles, vous avez l'effet tunnel, vous avez ceci, vous avez cela, mais à chaque fois, c'est des courants avec des milliards d'électrons, avec des milliards de photons et tout. Est-ce que je peux appliquer les concepts quantiques à un objet unique? Et ça va être la question à laquelle je vais répondre maintenant. Les photons uniques à l'épreuve de l'expérience. Donc, on y va. Alors ça, c'est quand je fais un séminaire un peu général. Ici, il n'y a pas besoin de le faire. Je vous rappelle l'expérience qui est décrite dans Feynman. Alors, expérience de pensée, décrite dans Feynman. Personne n'avait fait cette expérience. On a des particules qu'on a préparées d'une façon aussi identique que possible. On fait tout ce qu'on peut pour que chaque particule se comporte comme la précédente et comme la suivante. On la fait passer à travers deux trous. On met un détecteur. On observe que la probabilité de détection est modulée sinusoïdalement et on en déduit que la seule image possible, c'est qu'il y a une onde qui est passée par les deux côtés à la fois, etc. Bon, vous connaissez ça, tac, tac, ça c'est quand j'explique à des gens qui ne sont pas aussi savants que vous. Et donc, question, est-ce que ceci a été observé dans une véritable expérience, dans des expériences qu'on trouve dans la littérature? Réponse, non. J'ai fait la bibliographie, réponse, non, personne n'avait jamais fait ça. Et donc, j'ai pensé qu'avec la source, qui est une usine à gaz, qui est ici, qui était la source qui avait permis de tester les inégalités de Bell, eh bien, il y avait moyen de tester cette idée. Je vais vous expliquer comment. Et donc, en fait, la première source à photons uniques a été faite avec Philippe Grangy en 1985. En plus, on a battu l'équipe de Mendel de quelques mois, donc on connaissait ça, on est toujours très fiers. On ne savait pas que Mendel faisait une chose analogue, mais quand on a vu publier quelques mois plus tard, on était particulièrement content. Alors, je referme cette petite note mesquine. Et donc, la question, c'est comment on a réussi à prouver qu'on avait réussi à fabriquer une source qui mettait des photons vraiment un par un, des photons uniques. Alors voilà, l'idée, elle est extrêmement simple. On revient à l'expérience de base avec les trous de Young. Vous verrez que la vraie expérience est un petit peu plus sophistiquée, mais à peine. On revient à l'expérience de base avec les trous de Young. Si je mets un détecteur ici, un deuxième détecteur là, et si les mots ont un sens, et si c'est vraiment un photon unique au sens technique de état de Fock, n égale 1, etc., ça compte, non ? Donc, si les mots ont un sens et si le formalisme a un sens, parce qu'on peut aussi faire des calculs d'optique quantique avec des états n égale 1, eh bien, quand je regarde la probabilité de détection ici, elle a une certaine valeur, la probabilité de détection là a une autre valeur, mais la probabilité de détecter en coïncidence est nulle. Parce que si j'ai un photon et un seul, il va être détecté soit d'un côté, soit de l'autre, pas des deux côtés à la fois. Et donc, on s'attend à quoi si on a une particule ou si on a une onde? Alors, si au contraire, si on a une onde, l'onde, elle va passer des deux côtés à la fois et vous aurez une certaine probabilité de détecter à la fois ici et là. Et donc, vous voyez, on commence à entrevoir une possibilité de distinguer. Dans un cas, c'est nul, dans l'autre cas, ce n'est pas nul. Donc, je résume. Si j'ai une particule est détectée soit ici, soit là, oups,
Et sinon, c'est ce que vous avez vu, c'est détecté des deux côtés à la fois. Alors, bien sûr, en optique moderne, on n'utilise pas des trous d'ion, on utilise des lames semi-réfléchissantes, qui est quand même l'instrument le plus extraordinaire qu'on ait jamais invité qu'on ait jamais inventé, oui, pour les opticiens. Donc, on reprend le même raisonnement avec une lame semi-réfléchissante. J'ai ici une lame semi-réfléchissante, 50-50. Si j'ai un photon unique, il va soit d'un côté, soit de l'autre. Oh là là, j'ai un mauvais contact. Et si j'ai une onde, elle va des deux côtés à la fois. Donc, pour une onde, probabilité de coïncidence différente de 0. Et pour particules, si j'ai une particule unique, probabilité égale à 0. Alors, quand on est un expérimentateur, on ne comprend pas bien la différence entre 0 et différent de 0. Si on est mathématicien, on comprend la différence. Mais quand on est expérimentateur, on ne comprend pas bien. Il faut parler tout de suite de bruit, d'incertitude dans les mesures et de choses comme ça. Et donc, voilà l'idée qu'on a eue. Imaginons que vous avez une onde et on prend le modèle, ce qu'on appelle le modèle semi-classique de l'optique, c'est-à-dire c'est un modèle dans lequel la lumière est formée par des ondes, mais vous avez l'effet photoélectrique à l'arrivée et vous avez une probabilité de détection qui est proportionnelle à l'intensité classique. Si vous avez ce modèle-là, avec une onde qui va des deux côtés à la fois, vous voyez rapidement, vous vous convainquez rapidement que la probabilité simple est proportionnelle à l'intensité et la probabilité de détection en coïncidence est proportionnelle au carré de l'intensité. Et j'ai mis une barre dessus parce que, après tout, il peut y avoir des fluctuations. D'abord, l'impulsion lumineuse peut-être varie, et puis ça peut changer d'une impulsion à la suivante. Donc, je mets des moyennes. Et alors, ces moyennes, elles sont embêtantes parce qu'avant de mettre les moyennes, on voyait que ça, c'était proportionnel au produit des deux autres. Et quand on met les moyennes, il y a une inégalité de Cauchy-Schwarz qui dit que la moyenne du carré est plus grande ou égale au carré de la moyenne. Et on en conclut donc que si on a une onde, la probabilité de coïncidence doit être supérieure ou égale à la probabilité P1, P2. Alors, pour les expérimentateurs, mes frères et mes sœurs, ça dit tout simplement qu'on doit être supérieur au taux de coïncidence accidentelle. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui fait la coïncidence, mais normalement, le dogme, c'est que vous avez des coïncidences accidentelles. Et bien ça vous dit que le taux de coïncidence, il est au moins égal au taux de coïncidence accidentelle. Bon. Mais pour nous, c'est très important. Parce que si c'est une onde, c'est forcément plus grand que 1. Donc, si c'est plus petit que 1, ce genre de modèle ne peut pas marcher. Et donc, le seul modèle qui nous reste sous la main, c'est le modèle corpusculaire. Alors, ici, je vais faire quelque chose, j'espère, qui va vous étonner. Parce que quand on a fait la manip, on l'a fait en passant. Et je pense que c'est un résultat extrêmement important. On a commencé par faire l'expérience. Avant de mettre, non, en fait, après, mais peu importe. Au lieu de mettre notre source à un seul photon, on met ici une diode électroluminescente qui va émettre une impulsion qui dure 5 nanosecondes, comme notre paquet d'ondes à un seul photon, qui lui aussi fait 5 nanosecondes. Mais c'est une diode électroluminescente. Et on va atténuer, ça c'est facile, hein, les densités, elles sont étalonnées. On va atténuer de telle sorte qu'on a 1/100 de photon par impulsion. Il suffit de calculer en moyenne. Donc, on a 1/100 de photons par impulsion. On mesure et on trouve alpha égale 1. Alors ça, on s'en doutait qu'on devait trouver ça. Pourquoi? Parce que si vous étudiez bien votre optique quantique, par exemple, vous achetez mon livre, comme ça j'ai un café, et c'est écrit dedans, toute lumière classique peut, à la fin, se représenter comme un état quasi classique de Glauber, et pour un état quasi classique de Glauber, ça se comporte automatiquement comme une onde classique. Donc le modèle qui me disait que c'était supérieur ou égal à 1, il doit s'appliquer. Et effectivement, il s'applique. Alors maintenant, vous dites, oui, mais quand même, 1/100 de photon par impulsion, je veux comprendre en termes de photons. Alors l'interprétation, elle est très simple. À partir du moment où vous avez un état quasi classique de Glauber, ce que vous obtenez derrière votre atténuateur, automatiquement. Vous partez de n'importe quoi, derrière l'atténuateur, vous avez un état quasi classique de Glauber. Dans un état quasi classique de Glauber, vous avez une distribution poissonnienne de particules. Donc, certes, la probabilité d'avoir un seul photon vaut 1/100, mais la probabilité d'en avoir 2 vaut 10-4. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Ben, c'est pas mal, c'est 1/100 la probabilité d'en avoir 1.
Et quand vous... Alors maintenant, si j'ai une paire qui arrive, et jamais des paires dedans, si j'ai une paire qui arrive, ben, elles peuvent soit aller toutes les deux, soit aller tous les deux, mais vous avez une chance sur deux qu'il y en ait une d'un côté, une de l'autre. Vous faites le calcul et ça vous donne pile poil alpha égale 1. Donc, si vous voulez une interprétation d'alpha égale 1, ou bien vous croyez mon argument formel que c'est un état quasi classique, ou bien vous comptez combien il y a de paires de photons dans un état comme ça, et vous voyez que ça vous donne juste ce qu'il faut pour avoir le nombre de coïncidences qui fait alpha égale 1 à la fin. Je pense que c'est très intéressant sur le plan pédagogique. Alors maintenant, venons-en à la source à un photon. Comment faire une source à un photon? La recette est très simple. Vous prenez un atome, vous le portez dans l'état d'excité et vous attendez. Et tôt ou tard, il va vous donner un photon et un seul. Élémentaire. Sauf qu'à l'époque, en 1985, aujourd'hui, tout le monde sait faire ça. Aujourd'hui, les gens ils prennent un microscope confocal, ils mettent des molécules fluorescentes dans une bibine, ils diluent la bibine et ils arrivent à pointer un seul émetteur unique. Ou bien il y a un ion, ou bien ce que vous voulez. Mais à l'époque, personne n'avait jamais fait ça. Et donc, l'idée clé à partir de la source qui avait permis de faire les inégalités de Bell, c'était... Alors là, je dois dire, il faut rendre hommage. Il y a une manip célèbre de Kimball, Dagenais et Mandel vers la fin des années 70, je pense que c'est 79, je ne pense pas me tromper, ou 78, quelque chose comme ça, où ils avaient réussi à montrer des effets à un seul photon, pas les mêmes que nous, mais ils avaient réussi à montrer les effets à un seul photon en observant un seul atome à la fois. Ils avaient un jet atomique extrêmement dilué, un microscope, et dans le petit volume d'observation du microscope, en moyenne, il y avait un seul atome. Enfin, généralement, il y avait un seul atome à la fois. De temps en temps, il y en avait deux, de temps en temps, il y en avait zéro. Et ils avaient montré que, en isolant dans l'espace les atomes uniques, on pouvait observer des choses équivalentes à l'effet à un seul photon. Et donc, notre idée, ça a été, par analogie un peu avec la manip de Kimball, Dagenais et Mandel, d'isoler les effets à un atome dans le temps au lieu de les isoler dans l'espace. Alors, je vous explique. On excite l'atome dans cet état-là. Et une fois qu'il est dans cet état-là, la seule chose qu'il peut faire, c'est émettre un premier photon et un deuxième photon. Et la durée de vie de l'état intermédiaire ici est de 5 nanosecondes. Donc, vous émettez le premier photon, tac, tac. Si en moyenne, alors il y a plein d'atomes comme ça qui émettent dans votre source en même temps. Mais si en moyenne, le taux est, on va dire, de 10 puissance 6, donc vous avez 1000 nanosecondes en moyenne entre deux cascades. Donc vous voyez, vous avez tac, tac, puis un grand silence, tac, tac, un grand silence. Et donc l'idée, c'est que vous détectez le premier photon de la cascade et vous savez que pendant les 5 nanosecondes qui suivent, vous avez une probabilité égale à 1. Alors après, il y a les rendements quantiques, mais vous avez une probabilité égale à 1 d'attraper le second photon, ou en tout cas que le second photon soit là, et la probabilité qu'il y ait un photon qui arrive de n'importe quel des autres atomes est extrêmement faible. Donc, on les isole dans le temps au lieu de les isoler dans l'espace. Et donc, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui, on n'a pas trouvé le nom, c'est dommage, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui en anglais les heralded photon source ou les sources de photons uniques annoncées. Parce que vous avez le photon vert qui annonce, c'est le moment de regarder les gars, c'est là que ça va se passer. Aujourd'hui, il y a d'autres sources, mais il y a toujours des sources à photons annoncés. Hop. Ah ben, décidément, je n'ai pas de chance. Vous voyez, la technique, j'ai un faux contact. Bon. Donc, eh bien, c'est ce qu'on a fait. On a mis ce qu'on pensait être la source à un seul photon, c'est-à-dire le photon violet qui arrive, mais on ne débloque les systèmes de détection que pendant les fenêtres qui suivent la détection d'un photon vert. Et le résultat est écrit là. On a trouvé alpha égale 0,18 et je donne des barres d'erreur. C'est quand même important de donner des barres d'erreur. N'est-ce pas je les embêtais quand il était mon étudiant, les barres d'erreur, attention. C'est pour ça qu'il a fait de la théorie. Et donc, on trouve alpha égale 0,18, c'est très, très nettement moins de 1. Alors, ça veut dire pourquoi on ne trouve pas 0 ? Ben, attendez, les gens qui sont expérimentateurs, ils savent bien qu'il y a toujours un peu de bruit de fond. Et donc, ça correspond aux coïncidences accidentelles dues au bruit de fond. Voilà. Et on peut le calculer, on connaissait le bruit de fond de chaque photomultiplicateur, etc., etc. Je vous signale, pour faire des manips comme ça, il faut blender ces photomultiplicateurs parce que
si j'ai bien compris, il y a des particules qui arrivent sur les toits des bâtiments, ça fait des douches de je ne sais quoi, donc il faut mettre des écrans de cuivre, de plomb, enfin, etc. Si vous voulez, et puis il faudrait les refroidir. Non, on ne les refroidissait pas à l'époque parce qu'il n'y avait pas besoin. Il faut en plus les refroidir pour lutter contre le bruit thermique. Bien, alors. Et donc, évidemment, je vous rappelle que le titre, c'est dualité en deux particules pour un photon unique. Donc, maintenant qu'on a démontré qu'on est capable d'envoyer des photons uniques, puisqu'ils vont soit d'un côté, soit de l'autre, là, semi-réfléchissante, c'était quand même tentant de refermer l'interféromètre pour voir si par hasard le photon unique, quand même, il ne ferait pas des interférences. On a commencé par démontrer qu'il allait d'un côté et de l'autre, mais est-ce que par hasard, il n'irait pas aussi des deux côtés à la fois? Donc voilà, je vais vous présenter les résultats de manip. Alors je m'excuse, mais à l'époque, on n'avait pas de vidéo. Donc on a enregistré des graphes dont je vous présente. Donc voilà, là je montre juste que plus on attend longtemps, plus le rapport signal sur bruit est bon. Et vous voyez qu'on observe. Donc qu'est-ce qu'on fait? On envoie le photon. On va pouvoir régler la position de ce miroir en le mettant sur un piezo, le contrôler à une petite fraction de longueur d'onde. Et puis, on regarde la probabilité de détecter ici ou là en fonction de la position du miroir. Et on observe une magnifique modulation. Et sur la voie complémentaire, on observe bien sûr la modulation complémentaire. Vous voyez que le contraste des franges n'est pas loin de 1. Voilà, donc on a fait. Alors, ça s'appelle l'interféromètre de Mach-Zehnder. C'est une magnifique pièce d'optique, l'une des dernières pièces faites par le défunt atelier, alors pas tout à fait défunt, mais il y avait un atelier à l'Institut d'optique qui était capable de faire des trucs absolument fabuleux. Si je vous passais à l'Institut d'optique, l'interféromètre, il est dans les vitrines. Donc, magnifique. Bon, je n'ai pas de photo, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais vous présenter la version moderne, qui est dégoûtante de simplicité. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. D'abord, on a appris à faire des sources de photons uniques qui ne sont pas annoncées. Alors, il y a toujours des sources annoncées parce que ça peut présenter un très grand intérêt de savoir à la picoseconde près à quel moment votre paquet d'onde a un photon démarre. Mais on n'a pas toujours besoin. Donc ça, c'est une source qui n'est pas annoncée. Donc ça marche comment? Vous avez un système à 4 niveaux, vous excitez là-haut, il descend ici par, on dit une transition non radiative, sans doute des phonons, je ne sais pas quoi. Bon. Et puis ici, vous avez l'émission, et puis ça relaxe là, et ça recommence. Et si vous êtes capable de pointer une molécule fluorescente et une seule, ce qui est le cas avec les microscopes confocaux, etc., vous voyez qu'effectivement, vous émettez un premier photon, vous réexcitez, vous émettez un deuxième photon, vous les émettez un par un. Alors là, vous avez un miroir dichroïque qui permet de réfléchir la longueur d'onde d'excitation et de laisser passer la longueur d'onde émise. Et là, on est censé avoir un faisceau avec des photons uniques. Alors, le résultat expérimental, on fait toujours notre truc, on met une lance réfléchissante, on regarde d'un côté, de l'autre, on mesure alpha, on trouve 0,13. Alors, vous voyez, les barres d'erreur, là, elles sont impressionnantes, parce qu'évidemment, ce machin-là, on en a beaucoup. Donc, 0,13 avec 0,01, c'est vraiment plus petit que 1. Bon, donc, c'est vraiment des sources à un photon. Et après, alors, comme on est un peu chauvin, on s'est dit, on va prendre un interféromètre qui porte le nom, parce que Young, Mach-Zehnder, alors on va prendre un interféromètre qui porte le nom de Fresnel, parce qu'en plus, c'est mon héros, l'un de mes héros, avec Einstein, on va dire. Et donc, on va prendre quelque chose qui porte le nom de Fresnel. Alors, il y a le biprisme de Fresnel. Ne dis pas que, comme tu étudiais avec moi, je ne t'ai pas fait faire des manips d'interférence avec des biprismes de Fresnel. Sinon, c'est que tu as mauvaise mémoire. Bon, donc, biprisme de Fresnel, vous avez le faisceau qui arrive, le faisceau du haut va vers le bas, le faisceau du bas va vers le haut, et si vous avez une particule et une seule, elle va être détectée soit ici, soit là. Bon, donc c'est comme ça que vous trouvez le alpha. Donc, on a une preuve qu'on a un comportement de photons unique. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On met une caméra CCD à l'intersection, et c'est là qu'on est censé observer les franges que tu aurais dû observer quand tu étais étudiant en prépa à la grève. Donc, on est censé observer les franges, là, et on est moderne, on a une caméra, on a un CCD qui enregistre les photons un par un, et donc, on va les voir arriver un par un, si la technique veut bien ne pas me trahir. Voilà.
hop, donc là, vous êtes dans le CCD, vous voyez arriver les photons un par un, et devant vos yeux ébahis, les photons préfèrent aller à certains endroits et n'aiment pas du tout aller à d'autres endroits. Vous voyez ici on somme les signaux verticaux. Vous commencez à être convaincu qu'il y a des franges. Hein. Donc les photons, un par un, vraiment un par un, ils vont plutôt là où on dit qu'il y a des franges brillantes et plutôt pas là où on dit qu'il y a des franges sombres. Alors ça, si certains d'entre vous veulent montrer aux étudiants, c'est ça qu'il faut montrer et pas ce que vous trouvez sur le web. Ça, vous le trouvez sur le web aussi, mais pas ce que vous trouvez sur le web où les gens ont juste atténué un laser et qui montrent les franges. Je vous ai expliqué que ce n'est pas des vraies sources à un photon. Là, c'est des vraies sources à un photon. Bien, passons à la suite. Donc, récapitulons. Qu'est-ce qu'on a fait? Dans la première manip, on a montré que le photon va soit d'un côté, enfin, on a montré qu'il y a un machin qui va soit d'un côté, soit de l'autre, mais pas des deux côtés à la fois. Ce machin, on l'a appelé un corpuscule. Et dans la deuxième manip, on a montré qu'il y a un machin qui va forcément des deux côtés à la fois, même ça doit être une onde, parce que comme on observe des modulations sinusoïdales, c'est sûrement une onde avec une longueur d'onde bien définie. Et pourtant, c'est la même source qui envoie les mêmes paquets d'ondes à un seul photon. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quand même troublant. Alors, on va voir Bohr. Qu'est-ce qu'il nous dit, Bohr? Il dit, c'est la complémentarité. Écoutez, vous êtes obligé de choisir entre le premier montage et le deuxième montage. Vous ne pouvez pas faire les deux manips à la fois. Donc, si vous prenez le premier montage, vous posez la question, es-tu une onde? Non, le premier, es-tu une particule? Et il vous répond, oui, je suis une particule. Et avec le deuxième montage, vous posez la question, es-tu une onde? Et il vous répond, oui, je suis une onde. Et quand vous lisez bien Bohr, Bohr dit, de toute façon, la réalité physique, elle n'appartient pas uniquement à l'objet, elle appartient à l'ensemble de l'objet plus l'appareil de mesure. En quelque sorte, il laisse entendre que c'est, dans son débat avec Einstein, hein, il laisse entendre que c'est finalement l'appareil de mesure que vous choisissez qui donne un type de réalité ou un autre type de réalité. Donc tout ça, ça marche. Et là, il y a Wheeler qui arrive et qui pose la question suivante. Il dit, mais après tout, rien ne vous oblige à choisir entre le premier montage et le second au moment où le photon arrive sur la lame semi-réfléchissante. Donc vous avez gardé vos deux montages derrière le dos, le photon arrive à la première lame semi-réfléchissante et il ne sait pas quelle question on va lui poser. Il ne sait pas si on va lui demander si c'est une onde ou si c'est une particule. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience à choix retardé de Wheeler. Alors cette expérience à choix retardé de Wheeler, elle a été faite par le groupe de Jean-François Roch à l'ENS de Cachan. En fait, non, on est allé au 503 à l'Institut d'optique parce qu'il y avait un grand couloir de 50 mètres de long et c'est là qu'on l'a fait. Donc, comment ça marche? Qu'est-ce que je fais là? Bon, donc voilà, les deux expériences sont incompatibles. Je recommence. La première, c'est de quel côté vas-tu? L'autre, c'est est-ce que tu fais des interférences? Bon, alors on a légèrement modifié. Vous voyez, au lieu de mettre les deux détecteurs ici et là, on laisse passer. Enfin, il n'y a rien ici. Et donc, on met les deux détecteurs là. L'intérêt, c'est que pour passer du premier schéma de la première question au deuxième schéma, il suffit d'introduire une lame semi-réfléchissante. Alors vous allez dire, introduire une lame semi-réfléchissante dans quelques nanosecondes, ce n'est pas beaucoup plus facile que... si, c'est plus facile parce que vous savez bien qu'on a des systèmes électro-optiques. Donc on peut mettre là un système électro-optique. Si vous mettez la tension, c'est une lame semi-réfléchissante. Si vous ne mettez pas la tension, ça laisse passer. Donc on a fait la manip effectivement en mettant ici un électro-optique. Et donc, on a parfaitement la possibilité de faire le choix après que le photon soit passé ici. Donc, ça, c'est la façon dont Wheeler avait rêvé. Ça, vous le trouvez dans ce livre qui est par Wheeler et Zurek, et il y a la proposition de Wheeler, exact. Ça, c'est la vision de Wheeler. Hein. Wheeler dit, voilà, les paquets d'ondes arrivent. Et ici, j'ai le choix retardé pour décider si je mets rien ou si je mets la lame semi-réfléchissante. Voilà. Donc, Wheeler, il disait, c'est facile à faire, vous n'avez qu'à prendre la lumière qui vient du fin fond de l'univers, vous prenez une galaxie, les photons passent des deux côtés de la galaxie, vous avez le temps. Bon, on a réussi à le faire de façon un peu plus simple. Oups, décidément, j'ai un problème de contact. Donc, comme je vous l'ai dit, on avait un interféromètre de 50 mètres de long,
Donc, la lumière arrive ici, elle est séparée en deux, elle se recombine ici, et là, on a la fameuse l'électro-optique qui dit qu'il y a ou il n'y a pas la lame semi-réfléchissante. Et là, pour faire les malins, on a mis pour faire ça ce qu'on appelle, c'est pompeux, Quantum Random Noise Generator, donc un générateur qui décide soit de mettre, soit de ne pas mettre, basé sur un signal qui est sans doute quantique. Bon, enfin bref, le point clé, c'est qu'on fait le choix au moment où le photon est à peu près au milieu. Donc, quand il est au bout de 20 ou 25 mètres, le photon, alors comment on sait? Eh bien, on sait parce qu'on a des synchronisations qui nous disent à quel moment le photon est émis. D'accord? Parce qu'ici, vous envoyez un faisceau laser. Donc, paf, vous savez à quel moment le photon est émis. Et puis, je ne sais plus combien de 75 nanosecondes après, vous savez que le photon est au milieu. Et là, vous faites votre choix. Bon, voilà. Bon, ben, le résultat n'a étonné personne. Quand la lame semi-réfléchissante est mise, on a une magnifique modulation en fonction de la position. Et quand la lame semi-réfléchissante n'est pas mise, ben, on n'a pas de modulation. Ça n'étonne personne, mais quand même, il fallait la faire, la manip. Alors, je dois dire qu'elle a été faite par des jeunes thésards de Jean-François Roch. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà un peu touché à l'optique, je veux juste signaler que cette lumière de fluorescence, ce n'est pas un faisceau laser, ce n'est pas une lumière cohérente, c'est quand même de la lumière de fluorescence, c'est une lumière à spectre large. D'accord? Donc, en fait, on parle d'interférence, non pas en lumière blanche, mais quand même d'interférence en spectre large. C'est-à-dire qu'il faut aller se mettre autour de la différence de marche 0. Au bout de 50 mètres, aller se mettre autour de la différence de marche 0, ce n'est pas facile. Donc, il y a des astuces que j'ai dû t'enseigner, mais si tu ne t'en souviens pas, ce n'est pas grave, Gilles, de spectre cannelé, de choses comme ça, mais peut-être qu'il y a des gens dans la salle à qui ça passe. Donc, il y a tout un tas d'astuces là-dedans. Cette manip, vous ne la faites pas comme ça sur un coin de table. Hein. Les étudiants étaient remarquables. Bref, la manip est convaincante. Où j'en suis là? 45 minutes, c'est ça? 40? Alors, Feynman. Feynman, dans les Lectures on Physics, qu'on a tous eu sur notre table de chevet, qu'on a peut-être encore sur notre table de chevet, il écrit, à propos de l'expérience que j'ai décrite au début, là, les boulets de canon qui passent dans les fentes d'ion, ou les balles qui passent dans les fentes d'ion, il écrit « We choose to examine a phenomenon which is impossible, absolutely impossible, to explain in any classical way, and which has in it the heart of quantum mechanics. » Donc, Feynman était étonné quand même par la dualité de particules. D'accord? Ce n'est pas complètement trivial. Et il rajoute, et ça c'est une bêtise, in reality, it contains the only mystery. Pourquoi c'est une bêtise? Parce que Feynman lui-même, 20 ans après, dit « Oups, j'avais oublié quelque chose, c'est l'intrication. » Donc, 20 ans plus tard, Feynman dira il y a un autre truc mystérieux dans la physique quantique, c'est l'intrication. Mais en tout cas, en 1960, il écrit ça. Bon, tout ça pour dire que si vous pensez que c'est trivial, ben, vous n'êtes pas dans la même catégorie que Feynman. Il y a d'autres raisons hein, pour ne pas être dans la même catégorie que Feynman, mais en tout cas, ça m'aide. Alors, qu'est-ce que je raconte à mes étudiants? Parce qu'il faut quand même essayer de trouver des conclusions raisonnables. Alors, ce que je raconte à mes étudiants, d'abord, je suis un expérimentateur, je leur dis, vous êtes obligés d'accepter les faits expérimentaux. Vous ne pouvez pas réconcilier des images cohérentes, consistantes, comme on dit en franglais, qui viennent de notre monde macroscopique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Alors, quand même, un truc qui rassure beaucoup, normalement, les étudiants, une fois qu'ils ont subi mon cours d'optique quantique, je leur fais remarquer que le formalisme de l'optique, donc vous pouvez acheter le bouquin, dans le cours d'optique, le formalisme de l'optique quantique, vous n'avez pas à choisir dans le formalisme l'image corpusculaire ou l'image ondulatoire. Vous avez un formalisme, il y a des A et des accroix, et il y a des facteurs de phase. Vous bricolez comme il faut vos A, vos accroix et vos termes de phase, et vous avez les deux. Vous avez à la fois les ondes et à la fois les particules. Les A et les accroix, ils vous donnent le comportement corpusculaire, et les termes de phase vous donnent l'interférence. Alors ça rassure quand même. Après, il faut quand même dire que la complémentarité de Bohr, ce n'est pas nul comme argument. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut choisir entre les deux appareillages. Mais ce que montre l'expérience à choix retardé de Wheeler, c'est qu'il faut se garder d'avoir une vision trop naïve de la complémentarité de Bohr. Parce qu'il y a des tas de trucs magiques en physique quantique qui s'appellent la gomme retardée, des choses comme ça. Si vous restez à une vision trop étroite de la complémentarité de Bohr, vous n'y comprenez rien. Il faut quand même
imaginez qu'il y a aussi l'expérience à choix retardé de Wheeler. Et puis, le dernier point que je vais vous faire dans les 10 dernières minutes, c'est que se poser des questions sur les sur les fondements de la mécanique quantique, ce n'est pas seulement un problème académique. Clarifier les concepts de photons uniques, par exemple, a conduit à la méthode Bennett-Brassard 84 de cryptographie quantique. Je pourrais en donner bien d'autres, mais je prends cet exemple. Donc, des concepts aux applications, l'exemple de la cryptographie quantique. Donc, voilà, il y a Alice et il y a Bob. Ils veulent échanger un message en sécurité. Et puis, vous avez Eve. Alors, Eve, ce n'est pas une femme, c'est un moustachu, parce que les moustachus, ils sont méchants. C'est pour ça que j'ai coupé la moustache. Eve, c'est parce qu'en anglais, celui qui écoute aux portes, ça s'appelle leaves-dropper. Bon. Donc, il y a l'ennemi là, qui essaye d'intercepter le message. Et on sait qu'il y a une méthode qui n'a rien de quantique, qui est démontrée mathématiquement comme sûr. C'est Shannon qui l'a inventé. Shannon, c'est un mathématicien. Hein. Il faisait des démonstrations aussi solides que les mathématiciens savent faire des démonstrations. Et donc, Shannon, il démontre que ce qu'on appelle le one-time pad, ça marche comment? Alice a une suite aléatoire de 1 et de 0, et elle s'en sert pour coder son information. Donc, le premier bit, si c'est 1, il est changé, si c'est 0, il n'est pas changé, etc., etc. Et si Bob a exactement la même suite de 0 et de 1, eh bien, il rajoute 1, etc., il retrouve le message de départ d'Alice. Et Shannon démontre, avec la théorie de l'information, tout ce que vous voulez, qu'il n'y a aucun moyen de déchiffrer ça à une condition. C'est que le message ne soit pas plus long que la clé. Parce que vous savez bien que si le message est plus long que la clé, les cryptographes sont des gens extrêmement malins qui vont repérer des régularités et ils vont arriver à décrypter. Donc, le problème est ramené au problème suivant. Alice et Bob, ils sont loin l'un de l'autre. Comment vous faites pour leur donner deux suites aléatoires de 0 et de 1, absolument identiques, sans que l'espion puisse prendre une copie? C'est ça le problème de la cryptographie quantique. Ça s'appelle QKD, Quantum Key Distribution. Donc, il faut distribuer. Alors, ben voilà, c'est ici qu'il faut que je vous l'explique. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode de Eckert qui utilise des photons intriqués, mais ce n'est pas de celle-là que je parle, puisqu'on n'a pas parlé de photons intriqués aujourd'hui. Dans la méthode BB84, Bennett et Brassard, ça consiste à jouer sur le fait qu'on envoie certes des photons uniques, mais il y a aussi le côté ondulatoire. Et le côté ondulatoire, on va dire plutôt le côté que ça peut interférer, on le met sur la polarisation. Et donc, vous allez alterner entre une polarisation comme ça et une polarisation à 45 degrés, ce qui correspond à deux observables qui ne commutent pas. Hein. Et donc, Alice, aléatoirement, va envoyer son truc un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, aléatoirement. Bob, il récupère tout. Et à ce moment-là, Alice, sur une radio ouverte que tout le monde peut écouter, envoie à Bob la liste de ses choix initiaux. Alors, Bob, lui aussi, il avait regardé d'un côté ou de l'autre. Donc, il y a les cas où Bob n'a pas regardé dans la même direction qu'Alice, il jette. Mais il y a les cas où Bob a regardé dans la même direction qu'Alice. Et si là, il y a du bruit, c'est qu'il y a quelqu'un, un malin, qui est ici, qui a fait quoi? Ben, lui, il a essayé aussi de faire une mesure, mais il a pu se planter parce qu'il n'était pas forcément dans la direction d'Alice. Il a trouvé un résultat, il a renvoyé un photon avec le résultat qu'il a trouvé. Et un coup sur deux, il renvoie la mauvaise polarisation. Et là, Bob s'aperçoit. Et Bob dit, hop, il y a quelqu'un sur la ligne, on ne va pas utiliser la clé. C'est ça l'idée de la crypto-quantique. Alors après, je ne vous raconte pas, hein, de faire des vrais appareils et des machins comme ça. Il y a plein de subtilités avec plein de théorèmes mathématiques. Hein. Je veux dire, la cryptographie quantique, c'est un mélange de technologie et de théorèmes mathématiques, de démonstrations mathématiques. Mais je vous ai donné l'idée. Donc, vous voyez, l'idée, ça repose sur le fait que vous envoyez votre photon, mais votre photon, il peut être soit vertical ou horizontal, on va dire 1 ou 0, mais il peut être aussi, ça, c'est la superposition linéaire de vertical et horizontal. Donc, c'est le côté onde, si vous voulez, enfin, superposition linéaire. Bien. Donc, voilà, il y a des gens qui s'amusent à faire des manips, il y a des gens, les Suisses, qui ont même créé une compagnie
et qui s'amuse à faire ça sous le lac de Genève. Et imaginez un peu, je vous pose la question, à votre avis, à quoi ça leur sert? Ni au gruyère, ni au chocolat. La banque. Donc, les banquiers, je pense que c'est du baratin, c'est pour convaincre leurs clients que la banque est sûre. Mais les banquiers utilisent la crypto quantique. Et il y a quand même une autre spécialité en Suisse qui est ni le chocolat, ni le fromage. Allez, les votations. Et donc, Nicolas Gisin s'est amusé à faire une démonstration où ils ont remonté les résultats du bureau de vote vers le bureau central en cryptographie quantique. Donc, tout ça est pour s'amuser, mais en fait, il y a une compagnie très sérieuse qui vend beaucoup d'appareils. Voilà. Alors, à propos de photons uniques, je dois quand même, je ne peux pas ne pas vous dire quelque chose qui est tout à fait remarquable, c'est que les meilleures sources de photons uniques au monde actuellement, ce sont les sources de Pascal Semlar et de sa start-up qui s'appelle Candela. Alors, je vous le fais rapidement. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que vous pouvez fabriquer des quantum dots, donc des points quantiques, qui vont pouvoir émettre des photons uniques. Donc, vous les excitez, ça émet un photon unique, mais vous voulez que ça soit émis dans une direction bien déterminée. Alors, si vous mettez une cavité résonante en haut, et bien, pof, ça va émettre dans cette direction-là. Et donc, au début, c'était au hasard. C'est-à-dire, il y avait des quantum dots, on mettait des boîtes, et puis, coup de bol, de temps en temps, il y avait une boîte qui tombait sur un quantum dot, et là, on a vu que ça marchait, que l'idée était bonne. C'est-à-dire que si la boîte était sur le quantum dot, boum, ça partait vers le haut, au lieu de partir dans toutes les directions, ce ce dont on a besoin. Et ce que Pascal Semlar a réussi à faire avec ses collaborateurs, c'est à venir mettre de façon déterministe, non pas au hasard, la boîte sur le quantum dot. Donc, c'est des super techniques de nanotechnologie, C2M, etc., et ça marche. Donc, voilà, vous voyez, ça marche comme ça. Bon, hop, voilà. Et il y a déjà des gens qui s'en servent pour faire, entre guillemets, des calculs quantiques. Alors ça, c'est le fameux boson sampling. Vous savez ce que c'est, le boson sampling? Vous avez une série de ports d'entrée. Des lames réfléchissantes, et vous mélangez tout ça. Vous mettez des bosons à l'entrée, des bosons indiscernables, hein. Et puis, vous appliquez le formalisme et vous vous rendez compte que pour calculer la sortie, c'est un calcul dont la taille croît exponentiellement avec le nombre de photons que vous avez mis à l'entrée. Et donc, le système quantique, vous mettez des lames semi-réfléchissantes et des choses comme ça, il vous fait, entre guillemets, le calcul en 2 coups de cuillère à peau. Bon, le problème de ça, à mon avis, c'est que c'est un calcul qui ne sert à rien. Je veux dire, un calcul qui sert à quelque chose, c'est un calcul où le théoricien arrive et dit « j'aimerais bien que tu me calcules ça ». Et là, on n'est pas du tout là-dedans. Dans le boson sampling, on est dans un calcul du genre « je prends mon laser, je le fais passer dans un verre de lait et à la sortie, j'ai une figure de speckle. Est-ce que je sais le calculer, le speckle qui est à la sortie? Si c'est un verre de lait épais, je vous souhaite beaucoup de courage pour arriver à la diffusion du type pour le calculer. Et pourtant, mon verre de lait l'a calculé instantanément. Donc, je pense que le boson sampling, c'est intéressant, mais ce n'est pas encore tout à fait ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est un ordinateur quantique qui est capable de traiter un problème qui intéresse quelqu'un et vous pouvez même changer les paramètres. Alors, de ce point de vue-là, il y a quelqu'un qui n'est pas trop loin de ça. C'est Antoine Broès avec un simulateur quantique, il n'y a rien à voir avec ça, mais avec un simulateur quantique où actuellement, je pense que ça va parler à un certain nombre d'entre vous, il résout un problème d'Ising à 200 particules. Un problème d'Ising à 200 particules, personne ne sait résoudre ça numériquement sur un ordinateur. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va commencer par faire à 100 particules, et là, les gars du calcul habituel, du calcul classique, ne l'avaient pas encore fait, mais du coup, ils ont travaillé dur, et ils ont trouvé le résultat, et ils trouvent le même résultat que Broès. Mais vous voyez, c'est très intéressant. C'est une compétition très amicale entre eux, et très fructueuse. Broès, il fait avec son simulateur quantique, les autres, ils sont bons en calcul numérique, ils améliorent leur méthode, et paf, ils arrivent avec le résultat, et on compare, et on trouve que c'est la même chose. Je trouve ça passionnant. Vous voyez, ça, c'est un vrai problème d'Ising. Ici, personne ne va me contredire que le problème d'Ising, c'est un problème qui existait avant qu'on parle de tout ça. Il faut que je m'arrête aussi. J'ai presque fini.
Donc, je vais vous parler, pour terminer, donc il y avait l'exemple de la cryptographie quantique et puis l'intérêt des sources à un photon. Mais on pense que les sources à un photon, ça va arriver à faire des vrais calculs quantiques. Hein. J'aurais dû ajouter ça. Alors, je vais terminer sur les révolutions quantiques. Parce qu'il y a quelque chose, j'ai mis très très longtemps à m'éclaircir les idées sur le sujet, mais je veux partager avec vous, je ne vous demande pas d'adhérer, mais je veux au moins partager avec vous ce qui, pour moi, fait la différence entre la première révolution quantique et la deuxième. La première révolution quantique est basée sur la dualité en deux particules, dont le fait qu'une particule puisse interférer. Et là, je fais la remarque suivante. Lorsque j'ai... ouais, c'est pas bien écrit, excusez-moi, c'est pas bien écrit. Je vous le fais avec les mains. Une particule, décrire la trajectoire d'une particule, pas de problème, on sait ce que ça veut dire dans l'espace réel. Une onde qui se propage, qui interfère, qui diffracte, on sait parfaitement le décrire dans l'espace réel, dans notre espace à nous. Tandis que l'intrication, qui, alors je n'ai pas fait aujourd'hui, si vous m'invitez l'an prochain, je viendrai vous faire l'autre. L'intrication, qui est le fait qu'on a des amplitudes à deux particules qui interfèrent, vous savez bien que pour le décrire tranquillement, il faut se mettre dans l'espace produit tensoriel, de l'espace pour la première, de l'espace pour la deuxième. Oui, mais moi, comme l'a écrit H.R. Pérez, célèbre opticien quantique et pas du tout hétérodoxe, hein, il est Bohr, Copenhague, tout et tout, mais il écrit quand même dans son bouquin les vraies expériences ne se passent pas dans les espaces de Hilbert, elles se passent dans un vrai laboratoire. Et donc moi, j'insiste pour avoir une image que je vais pouvoir décrire dans mon laboratoire, c'est-à-dire dans notre espace à 3 dimensions. Et là, je ne vous démontre rien du tout, encore une fois, il faut tout l'autre séminaire pour vous le montrer, mais je ne vous montre rien du tout, mais croyez-moi, le point, c'est que quand vous partez de votre état intriqué dans l'espace produit tensoriel et que vous essayez de décrire les choses dans notre espace à nous, paf, vous tombez sur la non-localité. C'est quand même embêtant. Ou bien une alternative, au lieu de non-localité, il faut introduire des probabilités négatives. Ça, c'était le choix de Feynman, par exemple. Donc, ce n'est pas rien quand même. Donc, ce que je crois, c'est que... oui, je me suis trompé de transparent, c'est autant pour moi, parce que j'ai un transparent qui dit ce que je suis en train de vous raconter, mais je suis allé le chercher dans un autre note, et puis je n'ai pas fait attention. Bref, ce que je veux dire, c'est que la première révolution quantique, elle s'appuie sur la dualité en deux particules, et la dualité en deux particules, certes, c'est troublant, mais quand même, comportement de particules, on comprend ce que ça veut dire, comportement d'onde, on comprend ce que ça veut dire. Ce qui est troublant, c'est que les deux comportements soient sur le même objet. Ça, c'est troublant. Mais on a compris chacun. Tandis que dans le domaine de l'intrication, si vous êtes capable de bien comprendre d'une façon aussi simple dans l'espace réel sans introduire de non-localité, vous viendrez me montrer. Hein, soit de la non-localité, soit des probabilités négatives. C'est quand même compliqué. Bien, donc je vais terminer avec encore un ou deux commentaires. Je suis trop loin. Ah, j'ai des piles qui sont mortes, non? Ah ben, il est bloqué. Wow, votre système, il m'a bloqué l'ordinateur. Tiens, oui, il y a quelque chose d'écrit là. Une mise à jour. Non, mais. Une mise à jour est disponible. Allez, on continue. Donc, je récapitule. La première révolution quantique, c'est basé sur la dualité onde-particules. Ça permet de comprendre la matière et la lumière, etc. Je vous l'ai déjà dit. La deuxième révolution quantique, vous avez deux concepts dedans. C'est là où on va rejoindre ma remarque du début. La deuxième révolution quantique, c'est basé sur deux choses. C'est basé sur l'utilisation de l'intrication, mais c'est basé aussi sur le fait que depuis les années 1970, les physiciens ont appris à contrôler les objets quantiques individuels. Donc là, vous savez, c'est le microscope à force atomique qui permet de déplacer les atomes. Ça, je ne sais plus ce que c'est. C'est des atomes. Ça, c'est le photon unique de Haroche. Ça, c'est notre source de photon unique avec Ranvier. Vous pouvez observer des trucs aussi étonnants que les sauts quantiques, etc. Donc, il faut absolument ces deux ingrédients pour avoir la seconde révolution quantique. Il faut à la fois, enfin, pas forcément à la fois, mais il faut avoir au moins l'un des deux, objet quantique unique, ou bien intrication, ou bien les deux à la fois. Alors, à propos d'objets quantiques uniques,
Je vous signale qu'il y a une célèbre citation de Schrödinger, qui n'était quand même pas le dernier des nuls, qui écrit dans les années 50 « On raconte à nos étudiants à titre pédagogique des histoires d'objets quantiques uniques, mais bien sûr, ceci est une vue de l'esprit. Personne n'arrivera jamais à observer les objets quantiques uniques. C'est comme si votre voisin, je ne sais pas quoi, paléontologue, vous disait qu'il a un vrai dinosaure dans une cage dans son labo. » Donc, pour les pères fondateurs, en tout cas Schrödinger, on peut considérer que c'est un père fondateur, le fait que les expérimentateurs deviennent capables de maîtriser les objets quantiques uniques, c'est vraiment un pas conceptuel. Et pour revenir au concept de base de la mécanique quantique, vous voyez bien que c'est un pas conceptuel sur ce que j'ai raconté à un moment donné, à savoir que le fait que la mécanique quantique fasse des prévisions probabilistes, c'est quand même beaucoup moins étonnant si vous avez forcément un grand ensemble. Par contre, si vous avez les objets uniques, eh bien, il faut en venir justement à des trucs comme les sauts quantiques et des choses comme ça. Je crois que j'ai fini. Oui, alors oui, voilà. Donc, aujourd'hui, il y a un grand effort sur les technologies quantiques. Donc, vous avez l'Europe, la France, etc., qui ont fait des programmes gouvernementaux. Vous avez les grands industriels qui mettent beaucoup d'argent là-dedans. Vous le savez, Microsoft, Google, IBM, Atos. On est quand même content d'avoir une société française. Je crois qu'Amazon, mais aussi. Et vous avez aussi plein de... vous avez la région Île-de-France, je veux dire. Et vous avez aussi plein de start-up françaises. Il y en a beaucoup dans le monde, mais de start-up françaises. Pascal, qui est parti de l'Institut d'optique. Candela, je vous en ai parlé, c'est Pascal Sedlar. Alice et Bob, c'est des supraconducteurs, etc. Et donc, voilà. Voilà. Et pour terminer, donc, conclusion, les questions fondamentales débouchent sur des applications. Et pour terminer, la manip à choix retardé de Wheeler, elle a été faite par Jean-François Roch et son équipe de thésards et de postdocs. Et puis, comme on dit en anglais, dans le siège arrière, dans le backseat, il y avait les parrains de l'expérience, Philippe Granger et moi, parce que si on n'avait pas été là pour assister, ils n'auraient pas fait l'expérience. Ils ne croyaient pas que c'était intéressant. Donc, on a insisté pour qu'ils fassent l'expérience. Ils l'ont fait magnifiquement. Et ce que j'aime beaucoup là-dedans, je vais essayer de ne pas me tromper, c'est que Vincent Jacques, ça a été le premier thésard de Jean-François Roch, qui a été le premier thésard de Philippe Granger, qui a été mon premier thésard. Je n'arrive même pas à compter toutes les générations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, déjà, la première révolution, c'est déjà passionnant. Et puis, les ouvertures sur la deuxième. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis désolé s'il n'y a pas de questions. Moi, j'en ai une. Quand tu parles de... Tu as montré les deux termes des fluctuations d'Einstein. Ah. Est-ce qu'on peut faire un lien entre les manips à un seul photon et cette description qui est plutôt statistique? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Non, mais c'est un lien avec quelque chose qui est bien connu. C'est l'effet Amberry-Brown et Twist. Oui. L'effet Amberry-Brown et Twist, tu as le terme de shot noise, mais en fait, tu as le facteur 2. Et le facteur 2 correspond exactement à ça. Dans l'effet Amberry-Brown et Twist, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le premier effet qui a été observé, qu'on a attribué à l'optique quantique alors que ce n'était pas nécessaire. C'est le début des technologies de comptage de photons. Et donc, Amberry-Brown et Twist, ils prennent un rayonnement et puis ils mettent une lance, une réfléchissante, ils mettent deux photomultiplicateurs derrière et à condition d'observer un seul mode du rayonnement et d'aller assez vite, c'est-à-dire dans l'aire de cohérence du rayonnement, on observe que la probabilité d'observer une coïncidence est égale à 2 fois le produit de ce que j'appelais les accidentels. Alors, ça n'est que dans le volume de cohérence, et eux, c'était des astronomes, donc ce qu'ils faisaient après, c'est qu'ils écartaient leur photomultiplicateur, et quand ça tombait de 2 à 1, ils montraient que ça leur donnait le diamètre angulaire de l'étoile. Alors, et ce système permettait de s'affranchir des turbulences de l'atmosphère. Je vous la fais courte, mais c'était très astucieux. Et donc, en fait, la formule qu'on démontrait en Amberry-Brown et Twist, c'était en fait la formule de Einstein. C'est-à-dire, tu as à la fois le terme shot noise. Le terme shot noise, c'est celui qui donnerait les accidentels. Et tu as en plus l'autre terme qui dit, oui, mais c'est quand même aussi des ondes.
Mais ce n'est pas vraiment, si vous regardez de près, je vous ai un peu escroqué. Einstein, ce n'est pas la dualité avec la complémentarité. C'est la dualité où les deux sont en même temps. Mais c'est parce qu'il y en a beaucoup, je pense. Et Hanbury-Brown-Twist, c'est à deux particules. C'est à deux particules, ouais. Mais c'est encore lié. Si tu n'en as pas beaucoup, ça ne marche pas. Parce que, en fait, Hanbury-Brown et Twist, soit vous le calculez en mettant la statistique bosonique et vous avez le facteur racine de 2 qui vont là où ça va bien. Mais en fait, Hanbury-Brown et Twist, vous pouvez parfaitement l'interpréter de façon classique. Je vous explique. Vous avez l'intensité classique. Elle fluctue. Donc, la moyenne du carré est supérieure ou égale au carré de la moyenne. Et si la fluctuation est gaussienne, le supérieur ou égal, c'est exactement égal à 2. Hein, pour une statistique gaussienne, vous avez le facteur 2. Donc, Hanbury-Brown et Twist, ce qui s'est passé, tu ne vas pas m'arrêter comme ça. Il ne faut pas me poser les questions. C'est un élément essentiel de l'histoire de l'optique quantique. Parce que en 1964, Glauber, 1962-63, Glauber a dit il faut arriver à interpréter l'effet Hanbury-Brown et Twist en termes de photons. Et il a développé pour ça tout le formalisme qu'il a mis à notre disposition, avec les états cohérents, avec tout ça, etc. Et par contre, il y a eu une bataille entre Glauber et les gens de Rochester, Wolf en particulier, et puis Mendel au début, mais après Mendel a compris, il a changé de camp. Il y a eu une bataille entre Glauber et un certain nombre de gens qui disaient il n'y a jamais besoin de quantifier la lumière. Regardez d'ailleurs l'effet Hanbury-Brown et Twist, il n'y a pas besoin de la quantifier. Jusqu'à ce qu'arrivent les premières expériences inégalité de Bell, Ongo et Mendel en 78, 79, etc. Donc l'effet Hanbury-Brown et Twist, il joue un rôle essentiel parce que l'effort de Glauber pour le décrire dans un formalisme quantique lui permet de développer le formalisme de l'optique quantique que nous allons trouver à notre disposition plus tard. Claude Cohen-Tanucci m'a raconté qu'il était à l'école des Ouches en 1964 et que pour lui, le cours de Glauber avait été une illumination. Voilà. Quand on vieillit, on aime bien s'intéresser à l'histoire. Oui, et c'est mon cas. Toi aussi? Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Vous ne voulez pas poser de questions? Oui, merci. Une question farfelue. Oui. Est-ce qu'il y aura une troisième révolution quantique? La deuxième, c'est la dernière. Comment tu veux que je réponde à ça? Non, mais je ne sais pas comment répondre parce qu'il est clair que les gros problèmes actuels, fondamentaux, c'est le problème many-body. Mais many-body, c'est l'intrication. Donc, moi, je ne sais pas imaginer. Mais après, attention, moi, je ne suis pas un théoricien. Les gens qui font les trous de verre, je veux dire, il faut voir qu'il y a quand même des gens qui sont extrêmement, comment dire, audacieux dans le domaine de l'interprétation. Ce sont les gens qui font de la cosmologie. Pour la raison suivante. Quand vous faites la mécanisme quantique, comme on le fait, on peut tous se rassurer en suivant bord, en disant, voilà, il y a un observateur, il y a un appareil de mesure classique, et paf, je projette, paf, réduction du paquet d'ondes, etc. Mais quand vous pensez à la fonction d'onde de l'univers, il n'y a pas d'observateur. Et c'est pour ça que très souvent, les cosmologistes les plus sérieux, un petit peu d'amour, des gens comme ça, ils disent, la seule interprétation raisonnable, c'est celle des mondes multiples, par exemple. Donc, moi, je ne sais pas si ça peut donner lieu à quoi que ce soit d'observable. A priori, on pense que ça ne peut pas. Mais vous savez, des choses, on pense qu'on ne peut pas, et puis un jour, il y a un génie comme John Bell qui arrive et qui dit, mais si, on peut distinguer, je ne sais pas dire. Donc, je ne sais pas répondre à la question. Je pense que la vraie question, elle est liée à l'intrication. Alors, peut-être qu'il y a une question qui, à mon avis, quand même, serait proche d'une troisième révolution. Et si on arrivait à trouver que cet immense espace de Hilbert, qui croît exponentiellement avec le nombre de particules, si on arrivait à trouver que dans cet immense espace de Hilbert, on a des sous-espaces de dimension très réduite, où il y a quand même de l'intrication, mais où ce n'est pas trop gros. Et ça, je pense que si théoriquement il y a des gens qui montraient ça, et je pense qu'il y en a qui essayent, si théoriquement on montrait ça, est-ce que ce serait une troisième révolution? À mon avis, on ne serait pas loin quand même, parce que ça pourrait donner lieu à des technologies et des choses comme ça. Mais j'aime pas. Il ne faut pas me prendre trop au sérieux. Ah oui, puis je suis enregistré en plus. Bon. Ouais, mais
On ressortira tout ça dans quelques dizaines d'années, comme on ressort des propos de Feynman ou de Schrödinger. Merci de la comparaison. Oui. Parce que là, on a commencé la première évolution, une particule, deuxième évolution de particules, donc moi, je continue la suite. Non, trois particules, c'est pareil que deux. Gagnant, il n'y a pas de. Conceptuellement, c'est pareil. Oui, oui. Mais par contre, une fois que tu as compris que l'intrication était un problème, enfin, je n'ai pas besoin de te l'expliquer, tu le sais, mais une fois qu'on a compris que l'intrication est un problème, le vrai problème, il est cette croissance exponentielle de la taille de l'espace de Hilbert. Imagine qu'on arrive à prouver qu'il y a des bonnes raisons de penser qu'en fait, on peut découper ce grand espace en plusieurs petits espaces. Ce serait un progrès conceptuel gigantesque. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des gens qui pensent, par exemple, que les fluctuations de la gravité quantique sont susceptibles de provoquer des découplages entre objets. Ne me demande pas de justifier. Je répète ce que j'ai entendu. Il y a un moment, on a parlé de mesures faibles, c'est-à-dire des mesures où finalement on arrive à piéger l'observateur, arrive à piéger le système, c'est-à-dire faire une mesure sans perturber le système. Ah non, mais il ne faut pas confondre deux choses. Tu as les mesures quantiques non destructives. Les mesures quantiques non destructives, ça c'est simple comme le début de la mécanique quantique. Après tout, quand tu as deux observables qui ne commutent pas, tu peux arriver à observer l'une des observables. Par exemple, si tu as réussi à te mettre dans un état propre de l'appareil de mesure, sans perturber ta fonction d'onde, mais tu sais quand même, tu arrives quand même à savoir que c'est dans cet état, et voilà. Donc ça, c'est des QND. Alors Philippe Granger a fait plein de manips, Quantum Non-Demolition Measurement. Alors c'est un peu plus subtil que ce que je viens de dire, mais ça revient à ça. Mais par exemple, prenons les photons. Le photon, quand on le détecte avec un photon multiplicateur, on le détruit. Mais tu n'es pas obligé, à Roche dans ses manips. Le photon, il perturbe un atome de Rydberg et tu n'as pas absorbé pour autant, tu as un effet dispersif, tu vois. Donc ça, c'est le QND. Les mesures faibles, c'est tout à fait autre chose. Je dois dire que je n'ai pas les idées claires dessus, ça me laisse toujours perplexe. Les mesures faibles, c'est l'idée que si j'ai... Imagine que tu veux mesurer une polarisation. Puis tu mets ton polariseur juste un peu à côté, alors en bricolant avec le machin qui est là, tu arrives à faire des choses que certains trouvent étonnantes. Je ne suis pas sûr que je le trouve étonnant. Voilà. Mais les QND, c'est très intéressant. Quantum Non-Demolition. Ça viole aucun principe de la physique quantique. Ça dit juste que quand j'ai deux observables qui ne commutent pas, je peux mesurer extrêmement bien la première sans détruire le système, sans même le perturber, sans le projeter. Écoute, merci beaucoup. Avec plaisir.